Morning, mes petits marque-pages. Ici Métaphorique. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième chronique de la chaîne. Et oui, il aurait fallu le temps, mais finalement, j'ai peut-être sous-estimé un petit peu le travail qu'il faut faire. Autant préparer la chronique, l'écrire un petit peu, et puis surtout les visuels qu'il faut changer, sans parler du montage. Mais bon, au moins, je sors cette deuxième vidéo et j'en suis très content. J'espère que ça vous plaira pour ceux qui ont vu la première. C'est les débuts, les balbutiements de la chaîne. Écoutez, on verra bien si ça évolue ou pas. Alors, j'ai choisi un livre bien différent. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup de styles et de thématiques au niveau des livres et c'est tant mieux. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Donc, pour ceux qui ont reconnu, oui, c'est bien la prophétie des abeilles de Bernard Werber. Allez, c'est parti. On affiche le tout. Donc, l'auteur, c'est Bernard Werber. Bon, déjà, je préfère vous prévenir, j'adore cet auteur, il me suit depuis maintenant très longtemps. Je pense que j'étais préado quand j'ai lu Le cycle des fourmis que j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Aïe, 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 oui, c'est vrai. Bon, les années passent, mais par contre, la passion pour les lectures et notamment de cet auteur continue. Donc, au niveau des livres marquants, personnellement, j'en ai vraiment beaucoup. Après, j'ai dû choisir, encore une fois, hein, c'est par rapport à moi, ce n'est pas très objectif. J'ai mis le cycle des fourmis qui, quand même, eh bien, l'a fait connaître, même si au début, apparemment, le cycle des fourmis, dans beaucoup bien, de librairies, était dans le rayon plutôt documentaire. Les gens ne comprenaient pas que c'était un roman, notamment les professionnels. Bon, je ne sais pas si l'anecdote est tout à fait exacte, mais aujourd'hui, c'est traduit dans de nombreuses langues. Tout le monde aime ce cycle, ou en tout cas, on a entendu parler. Le cycle des dieux, pour moi, encore plus une révélation. J'ai adoré la façon dont il est écrit. Vraiment, tout me parlait dedans. En plus, il y avait un petit côté, comme sur les jeux vidéo, de stratégie pour ceux qui aiment ça et qui connaissent. Et puis, vraiment, le papillon des étoiles, lui, ce n'est pas un cycle, c'est un livre un peu en one shot comme ça. J'ai trouvé l'histoire vraiment super, j'ai adoré l'aventure. Bon, voilà, vous l'aurez compris, j'aurai vraiment peu d'objectivité envers cet auteur, je l'aime vraiment beaucoup trop. Au niveau des anecdotes, Bernard Werber sort un livre par an, à deux exceptions près. Sinon, eh bien, c'est à l'automne. Et en plus, eh bien, c'est pratiquement à chaque fois pour mon anniversaire. Donc autant vous dire que je me fais un petit cadeau, quoi qu'il arrive, ou j'essaye justement qu'on me l'offre. Voilà, c'était la petite anecdote sympa. Au niveau de l'éditeur, eh bien, c'est Albin Michel, en tout cas pour le grand format. Au niveau du prix, on est sur 23 euros l'édition brochée. On le rappelle, c'est le grand format, 10 euros en poche et 9 euros en e-book. J'ai arrondi à l'unité supérieure parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de virgules hein, pour une chronique littéraire. Au niveau de ma page préférée, eh bien, je n'en avais pas réellement. Je dirais que le chapitre 101, oui, 101, le dernier, eh bien, était mon préféré. Vous verrez, si vous connaissez Bernard Werber, vous savez qu'il adore faire ça. Il a des chiffres un petit peu, bien, préférés, ainsi que des concepts un petit peu qu'il aime bien rappeler dans différents livres, pourtant dans des histoires qui n'ont pas forcément à voir, mais il y a des liens, des petites connexions qui se font, et c'est super. Au niveau du narrateur, cette fois on est à la troisième personne et ça va changer beaucoup de choses par rapport à mon approche de cette chronique et comment j'ai traversé le livre par rapport au premier livre qui lui était à la première personne. Au niveau d'une petite citation, j'ai aimé rapporter celle-ci. L'erreur est humaine, mais la reproduire est diabolique. Page 375. Alors c'est peut-être un peu dur comme ça, mais c'est quelque chose qui fait écho chez moi, donc je me suis permis de la mettre. Au niveau du résumé, sans spoiler. Alors, écoutez, autant la dernière fois j'ai un petit peu pesté contre le résumé qui s'arrêtait pratiquement aux trois quarts du livre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve. Là, pour le coup, ça laisse beaucoup de mystère, donc c'est top, mais j'ai quand même préféré faire un petit peu mon propre résumé. Donc ce livre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la suite du livre de la boîte de Pandore. Voilà. Mais si vous n'avez pas lu la boîte de Pandore, ce n'est pas grave. Et si vous l'avez lu et que vous êtes un peu perdu au début, ça a été mon cas, il y a un chapitre assez vite, bien qui remet les choses un petit peu en ordre et qui vous explique ce qui s'est passé et où on en est. Voilà. Donc on suit René Toledano, qui est un humain qui pratique l'hypnose régressive. C'est-à-dire qu'il arrive avec cet outil à visiter ses vies antérieures. Cependant, lors d'un événement, il va essayer non plus de visiter ses anciennes vies, mais une vie future. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne sera comme avant. Pire, il devra se lancer dans une quête contre la montre afin de rétablir ce qui a été
des faits. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme résumé. En tout cas, c'est le mien. Bon, pour ceux qui connaissent, vous savez ce qui arrive. On va, avant d'attaquer directement la chronique, parler de la météo du mood. Donc je vous laisse, générique. La météo du mood. Allez, on se retrouve après ce magnifique générique. Qu'est-ce que j'en suis fier. Il est incroyable. Bon, allez, c'est parti pour une petite météo du mood. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Oui, c'est vrai, la chaîne est toute petite. Il y a finalement peu de viewers, donc si certains commencent la chaîne et les chroniques avec cette vidéo, je vais faire un petit rappel pour les prochaines vidéos. Ça sera très bref, ne vous inquiétez pas pour ceux qui les regardent toutes. Donc, météo du mood. Pourquoi? Eh bien, après avoir échangé avec plusieurs personnes autour de moi, que ce soit des amis, de la famille ou même des collègues, il semblerait que notre humeur soit déterminante dans nos choix par rapport, aux loisirs et notamment à ce qu'on va regarder. Par exemple, les séries, les films ou encore ce qui nous intéresse ici, les livres. Et cela fonctionne également à l'inverse. Et le fait de ne pas se sentir bien pour lire tel ou tel livre. On se dit non, je suis pas dans le bon mood pour regarder ça, ou à l'inverse, j'ai envie d'un bon polar, j'ai envie de la grosse fantaisie qui tâche, exactement comme dans ma première vidéo. Donc, est-ce que vous, ça vous le fait? Oui, non? Est-ce que vous voulez en parler en commentaire? Ça pourrait être sympa d'échanger, mais au moins ça vous permet de savoir moi dans quel état j'étais lorsque j'ai lu, et donc après comment j'ai écrit cette chronique. Alors, petit roulement de tambour. Attention. Eh oui, eh oui, 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 c'est bien ça. Il y a un nuage au-dessus du soleil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh écoutez, je vais être très clair, c'est bientôt la rentrée, enfin même c'est la rentrée et je suis en train de gérer la construction d'un nouveau projet professionnel. Il va falloir que je porte la construction d'une micro-entreprise et ça vient générer bien un petit peu de stress, vous savez, tout ce qui est sécurité financière, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas YouTube. Bon, je ne suis pas fou, du moins pas encore autant. Donc voilà. Écoutez, on va voir. Ce petit nuage bouge beaucoup, je trouve, au-dessus du soleil. J'aurais peut-être pu le laisser un peu plus. Mais bon, c'est sympa. Il vient nous rappeler un petit peu ce challenge. Car oui, avoir un projet, c'est aussi, motivant. C'est ce qui nous fait avancer. Du moins, c'est mon avis. Voilà pourquoi il y a le petit nuage. Mais ne vous inquiétez pas, Bernard Werber est un auteur que j'adore. Ses livres sont souvent source de réconfort pour moi. Donc, lorsque je lisais, j'étais bien. Ça me faisait plaisir. Allez, c'est terminé pour cette météo. On va passer à la suite et au cœur de cette chronique. A tout de suite, nouveau générique. On va pouvoir passer au cœur de notre chronique et on va faire comme d'habitude, à savoir planter le décor en commençant par l'univers. Alors vous vous en doutez, j'ai dû procéder différemment. En effet, le souci est que l'intrigue et l'histoire se passent dans notre monde. Je n'ai donc pas besoin de vous le présenter. Je pense que vous le connaissez déjà, du moins j'espère, dans les grandes lignes. Je n'ai pas non plus à vous présenter une géopolitique qui aurait été inventée par l'auteur, que ce soit un système de magie, un peuple, une langue ou encore un gouvernement spécifique. Cependant, j'ai souhaité garder cette partie car je la trouve très importante. Et à travers ce roman, on visite beaucoup de lieux, et ce, à différentes époques. Je vais donc vous en présenter quelques-uns. Dans un premier temps, il y a Paris, et plus particulièrement certains quartiers qui sont décrits à notre époque, mais également dans les années 1300. La Sorbonne est aussi un lieu clé. On observe son évolution du Moyen Âge à aujourd'hui. Comme les différents changements de pièces qui peuvent être condamnées, agrandies ou encore abîmées et détruites par des catastrophes naturelles. Puis on va voyager en essayant de suivre nos héros qui eux-mêmes auront un rythme effréné afin de suivre l'objet de leur quête. Et pour ce faire, on va d'abord aller à Jérusalem. Quel lieu chargé d'histoire. On ira sur des sites bien particuliers. Et encore une fois, à différentes époques. Cela est d'autant plus normal qu'on suit la création et la vie de l'ordre des Templiers. Le parallèle et le lien entre les dates est très bien réalisé. Les lions ont vécu, voire ont subi de nombreuses transformations qui vont venir perturber l'avancée des protagonistes. Oh non, tout ne sera pas trop facile. Et tout cela sera sur fond d'histoire que l'on connaît aujourd'hui. C'est très prenant et cela donne un côté réaliste. L'auteur va également nous emmener à Chypre.
et une fois n'est pas coutume, à différentes époques. On se plaît à aller voir les informations connues historiques sur Internet ou dans des livres afin de recouper les faits que l'on apprend dans le livre. On se prend alors à démêler ce qui appartient à l'histoire du roman, ce qui appartient à notre histoire avec un grand H, celle des êtres humains. Passons aux personnages. On va pouvoir maintenant se concentrer sur nos protagonistes. Mais je vous préviens d'abord, cela sera très différent de la première chronique. En effet, on suivait un personnage, ou plutôt le héros, qui racontait sa vie grâce à ses aventures qui, on peut le dire, étaient ô combien épiques. Et là, pour moi, c'est tout l'inverse. La lumière des projecteurs est bien partagée entre chaque personnage. Et pour moi, ils forment à leur manière un tout. Ils ont chacun une compétence particulière qui vient nourrir et aider le groupe en lien avec ce dont ils vont avoir besoin pour avancer dans l'intrigue. C'est comme si un joueur disposait de plein de cartes et que chaque personnage incarnait une de ces cartes et qu'il fallait les jouer d'une certaine façon et stratégiquement afin d'arriver à ses fins et de gagner la partie. Par exemple, René, lui, détient le savoir concernant l'hypnose régressive. Il va essayer d'initier d'autres personnages à cette dernière et cela aura un fort impact, que les personnes soient d'ailleurs ouvertes ou fermées à ces expériences. Alexandre, lui, en termes d'histoire, sera un atout majeur pour se repérer et pouvoir avancer dans la bonne direction. Et oui, car afin de connaître leur avenir, ils devront se pencher sur leur passé. Les personnages secondaires ne font pas exception. Il y aura des scientifiques qui viendront étayer les théories des héros, voire même parfois les contredire afin de les éloigner d'une mauvaise piste. Toutes ces compétences vont se retrouver au sein d'une synergie qui va venir créer une émulsion solide pour avancer avec un maximum d'atouts. Et c'est une stratégie utilisée par Bernard Werber régulièrement. Il semble affectionner les petits groupes, voire des communautés qui arrivent à s'autosuffire dans leur fonctionnement grâce aux compétences variées mais complémentaires de personnes qui tendent vers un même objectif, je dirais même un idéal. Et finalement, les Templiers, ne sont-ils pas construits autour de ce genre de fonctionnement? Nous sommes en droit de nous poser la question. Et cette dynamique, on la retrouve jusqu'à la fin du livre. Mais pas sous la même forme, non. Elle évolue, même les personnages, eux aussi qui la composent, changent. Je vous propose maintenant de passer à la fiche personnage. Voici cette fameuse fiche personnage qui m'a tant fait peiner cette fois-ci. Et oui, comme je le disais dans la partie juste avant, eh bien chaque personnage fait partie d'un tout pour moi. Et donc cette fiche personnage, elle vient créer l'individualité et s'intéresser à une personne en particulier. Ce qui est compliqué car ils sont intéressants à mon sens tous ensemble. J'ai quand même souhaité la garder car je pense que dans les prochains romans, ce sera plus facile de l'intercaler dans la chronique. On va la remplir directement. J'ai choisi effectivement René Toledano. Oui, encore une fois, ça manque peut-être un peu d'originalité, j'avais dit qu'il faudrait se détacher du personnage principal. Mais ici, c'est peut-être celui le plus complet sur lequel on en apprend le plus. On verra encore une fois dans les prochains ouvrages. Au niveau de sa profession, c'est un artiste hypnotiseur et enseignant. Là, par contre, je le trouve intéressant. En effet, pour être enseignant, il faut savoir se rapporter à une théorie précise en lien avec la thématique que l'on enseigne. Alors que lorsqu'on est artiste hypnotiseur, je pense qu'il faut être capable d'aller au-delà de cette théorie, voire même de pas forcément en avoir, et quitter ce côté très terre à terre. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Au niveau de ces signes distinctifs, il peut se rendre dans ses vies antérieures. Je vous encourage vivement, si ça vous a plu, à lire La boîte de Pandore, car même si les deux ouvrages peuvent se lire indépendamment, c'est un petit peu plus raconté et décrit dans ce premier livre, que j'ai en passant adoré également. Au niveau de ces traits marquants, toutes ces vies ont eu une importance capitale pour le monde et son avenir, même s'il n'est pas innocent là-dedans, je n'en dis pas plus. Sa relation aux autres. Il est assez ouvert, même ceux avec qui il a un avis différent, mais il est cependant très maladroit dans ses relations de couple, on verra en bas. Donc je ne vais pas relire trop le paragraphe car en fait je vous explique pourquoi j'ai eu des difficultés à faire la fiche personnage. Concernant René directement, il est pour moi intelligent, calme et plutôt gentil. Certes, ce sont plutôt de bonnes compétences, mais ça le rend aussi un petit peu plat. Cependant, et c'est là que ça change, ce qu'il fait dans ses vies passées est à sacré risque. Je le trouve finalement assez imbu de lui-même, et il semble également fragilisé par son enfance et son rapport à son père. Il se me remémore régulièrement ses conseils, ce qui semble assez réducteur pour moi dans les situations qu'il utilise, et c'est souvent face à des problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous avez lu le livre. Sans plus attendre, passons directement à mon avis, ou plutôt ma traversée de ce roman.
Je vous laisse et je vous récupère juste après. Bonne écoute. J'ai vécu et traversé cette histoire bien différemment de la dernière. Si on devait parler en termes de caméra et de cinéma, comme finalement apprécie le faire également l'auteur, je dirais que j'ai filmé au drone. Vu du dessus et en plan large, j'ai vu l'histoire se dérouler en contrebas sous mes yeux, alerte. Cela m'a permis de mieux apprécier les interactions des protagonistes ainsi que leur aventure. Je n'ai pas souhaité suivre un personnage plus près qu'un autre. Non, c'est bien l'ensemble qui était important. Chacun apportait sa pierre à l'aventure pour en faire un tout, ce livre. Ce qui m'a transporté, c'est bien l'histoire et ce qu'elle racontait. Comme à chaque livre de Bernard Werber ou presque, j'avais hâte de voir quelles étaient les règles de notre monde et de notre réalité utilisées pour servir de base à cette histoire. Car c'est bien le fait que ce soit très réaliste au début que je trouve passionnant. Ensuite, je suis très impatient de connaître comment l'histoire va prendre une tournure, disons, plus fantastique, mais en ayant toujours une ancre dans la réalité. C'est souvent tellement bien fait qu'on ne sait plus si on lit une fiction ou une histoire qui va se passer prochainement, ou ce qu'on va apprendre ces faits divers dans le journal de demain, d'après-demain, dans un an. En tout cas, ce livre a totalement fait l'effet que je viens de vous décrire. Dans un premier temps, on aimerait pouvoir, nous aussi, aller visiter nos anciennes vies. On se pose une multitude de questions. On pense d'abord à la richesse personnelle que cela pourrait nous donner. On a apprendre plus finalement sur notre âme et ce qu'elle a traversé, et sûrement enduré. On se dit en comprenant cela, on pourrait reprendre notre vie actuelle en main, ou tout simplement être plus performant. On serait peut-être également plus tolérant envers nous-mêmes. On peut également imaginer qu'on trouverait un sens plus profond aux épreuves que nous sommes en train de vivre. Et puis l'histoire avance, et en même temps, nos réflexions. Les conséquences d'aller trop voir en arrière se dessinent. Vouloir interagir avec le passé peut-il définitivement altérer le futur de ce passé, donc notre présent? Ah, cela paraît un peu compliqué, mais dans le livre, cela ne l'est pas. Les questions sont posées, l'histoire avance et on comprend facilement. Souvent, les récits de l'auteur viennent questionner, et c'est fait exprès. Et à chaque fois, il ne semble pas y avoir de réponse absolue ou parfaite, du moins pour moi. Il y a des points de vue qui se défendent. Eux-mêmes sont nourris par qui nous sommes, notre éducation, nos valeurs, ainsi que les épreuves que nous avons traversées plus ou moins facilement. C'est bien cette réflexion sur fond de philosophie que je trouve belle à approfondir à la fin de chacune de mes lectures. À un moment donné, l'histoire prend l'allure d'une course contre la montre. On visite des endroits chargés d'histoire à travers les yeux d'hommes et de femmes du passé, mais également du présent. On apprend beaucoup sur les différentes religions grâce à l'histoire. Tout s'emballe, comme notre lecture. On fait défiler les pages, impatients de connaître quelle sera la prochaine destination. Et surtout, allons-nous enfin en apprendre plus sur la fin de cette quête menée tambour battant par nos protagonistes. On s'attache aux personnages du passé qui viennent finalement nourrir ceux du présent. Ils viennent leur donner une contenance, une histoire et des valeurs complexes, car ils sont un tout construit d'une multitude de personnes différentes et en même temps tellement étroitement liées autour d'un même thème. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec notre société actuelle et tous les enjeux du moment, qu'ils soient climatiques, écologiques, financiers ou même tout simplement sociologiques. Car oui, il est bien question aussi de liens, d'interaction entre les humains. C'est si rare aujourd'hui, où repousser et critiquer l'autre est devenu bien plus simple et confortable que d'essayer de le comprendre et d'échanger avec lui. On finit par se demander si on va vraiment connaître la fin. On se dit, finalement, c'est bien le voyage le plus important et non la destination. Cette phrase est connue, mais ce livre en est l'illustration parfaite. Sur un ultime chapitre, l'auteur nous propose une fin. Sa fin a son histoire. Chacun aura une appréciation différente de comment il va vivre ce chapitre, et c'est bien normal. Encore une fois, en lien avec sa sensibilité propre. De mon côté, j'ai énormément apprécié. Je me suis laissé porter, toujours avec mon drone qui filmait les scènes. Je me suis promené avec plaisir au gré des mots qui venaient planter un décor, société, une histoire.
J'ai observé les interactions entre humains et j'ai aimé ce que j'ai vu. Fois encore, j'ai envie de croire que ce récit qui peut-être un jour sera une histoire inspirée de faits réels. Ah, si seulement. C'était métaphorique. Chut. Oh, silence! Allez, passons à la dernière partie de cette chronique. Ce sera bref, la question du bibliothécaire. Et la suivante, quel est votre livre préféré de Bernard Werber? Et je dis bien livre, donc si vous aimez un cycle, essayez de choisir le livre à l'intérieur de ce cycle. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Exprimez-vous également en commentaire pour faire des petites remarques, dire ce qui vous a plu ou ce qu'il y a à améliorer. La chaîne débute. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre les prochaines chroniques et de donner de la force à cette nouvelle chaîne. Il est temps pour moi de retourner à mes lectures et de vous souhaiter à vous plein d'aventures. Et n'oubliez pas, on se retrouve au prochain livre, mes petites pages écornées. Allez, bye!